Les mauvais traitements infligés aux esclaves. La peau n'est pas la leur. La castration. Peine de miel. Ils ne se réveillaient pas à la lumière du soleil, mais au son des fouets. Les premiers coups ne frappaient pas leur dos, mais l'air, afin que tout le monde les entende. On faisait comprendre aux esclaves que la journée avait commencé et qu'elle ne leur appartenait plus. Dans l'obscurité de l'aube, sur les plantations de sucre et de coton des Caraïbes et du sud des États-Unis, les corps des hommes n'étaient qu'une partie d'un mécanisme qui produisait des matières premières pour les empires mondiaux. Leur peau ne leur appartenait pas. Leur souffle ne leur appartenait pas. Même la douleur ne leur appartenait pas. Ils étaient des outils, une partie du calcul économique. Sur ces terres, il n'y avait pas d'intimité, pas le droit de dire non. Tout était décidé par le maître et le marché, où la violence n'était pas un phénomène accessoire, mais un modèle commercial fondamental. Les journaux intimes des administrateurs européens des plantations du XVIIIe siècle ont conservé des notes froides. L'homme est privé de dignité et d'espoir par la castration. La femme est punie devant tous pour désobéissance. Des lignes écrites sans émotion, comme des notes comptables. Ces pratiques n'étaient pas des accès de cruauté, mais un instrument systématique de contrôle. La castration était utilisée pour réprimer l'agressivité masculine, mais aussi à des fins d'exploitation sexuelle. Le eunuque devenait sans défense, privé du droit d'avoir des enfants, mais toujours obligé de servir. De plus, la procédure elle-même était souvent pratiquée dans des conditions insalubres, avec des lames rouillées et sans anesthésie. La mortalité due aux infections était colossale, mais cela n'arrêtait pas les maîtres. La perte de quelques esclaves était considérée comme un prix acceptable pour intimider des centaines d'autres. L'une des méthodes de punition les plus effrayantes mentionnées dans les sources est la peine du miel. En Europe, elle était connue comme une exécution exotique de l'Orient, mais dans les plantations tropicales, elle a pris une autre tournure. La personne était attachée à un poteau ou à un arbre, enduite d'un sirop collant et laissée au soleil. Les insectes, fourmis, guêpes, mouches, transformaient le corps en une plaie vivante. Parfois, les condamnés étaient maintenus ainsi pendant des heures, parfois pendant des jours, jusqu'à ce que la personne meure de choc ou d'infection. Le propriétaire ne dépensait ni balles ni ressources. La violence était gratuite et constituait en même temps une leçon publique pour les autres. La violence sexuelle occupait une place particulière. Elle ne se limitait pas à un crime caché. Au contraire, elle devenait. Le milieu médical de l'époque n'était pas en reste. Les médecins européens travaillant dans les colonies ont signalé des cas d'intervention thérapeutique, entre guillemets, car il s'agissait le plus souvent d'expériences monstrueuses. Les esclaves étaient castrés sous prétexte de prévention des maladies. Les femmes se voyaient prescrire des actes sexuels comme moyen de calmer leurs nerfs. La participation de la médecine à ces pratiques leur conférait une apparence de légalité, alors qu'il s'agissait en réalité de torture légalisée. Dans les champs de coton américains, tout se répétait avec une précision effrayante. Les esclavagistes misaient sur la division et la peur. Les hommes étaient humiliés publiquement, les femmes brisées par la soumission sexuelle, les enfants habitués au fouet dès leur plus jeune âge. Dans ses mémoires, un esclave fugitif du Sud raconte « Les femmes étaient violées devant nous pour que nous sachions que nous n'avions pas le pouvoir de les protéger. Ce n'était pas un hasard.
mais une technique systématique visant à détruire toute solidarité. Plus nous nous plongeons dans les chroniques des temps anciens, plus nous comprenons clairement que l'esclavage n'était pas seulement une exploitation du travail. C'était un théâtre de la douleur, où le pouvoir reposait sur une cruauté ostentatoire et l'économie sur la transformation du corps humain en marchandise, en matière première et en instrument d'intimidation. La violence était présente dans chaque détail, de la comptabilité des plantations au divertissement nocturne des maîtres blancs. C'est pourquoi l'histoire de l'esclavage n'est pas simplement une page du passé, mais un témoignage de ce que la civilisation peut faire lorsque la vie humaine devient un instrument de profit. Si l'on consulte les archives des tribunaux coloniaux, on est frappé par l'indifférence qui transparaît dans le langage utilisé. Chaque esclave était considéré comme un objet, et toutes les violences étaient qualifiées non pas de crimes, mais de dommages matériels. En Jamaïque, au milieu du XVIIIe siècle, il existe des archives relatant un procès dans lequel un administrateur blanc a violé une esclave de 13 ans. Le tribunal a décidé de ne pas le punir, mais seulement de dédommager le propriétaire de la jeune fille, car elle avait perdu sa capacité à effectuer un travail hautement productif. La victime elle-même n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux. Sa voix n'avait aucune importance. Elle était considérée comme une marchandise avariée avant terme. À la Barbade, au cours de ces mêmes décennies, les châtiments publics sont devenus un spectacle pour les Européens. Les esclaves coupables de la moindre infraction, un morceau de sucre volé, une tentative de fuite nocturne, un mot de protestation, étaient conduits sur la place centrale des plantations. Là, les surveillants leur infligeaient diverses pratiques d'intimidation. L'une d'elles consistait à brûler les paumes des mains. L'esclave était contraint de continuer à travailler, privé de la possibilité de tenir ses outils. Et c'était là tout le sens de la punition. Montrer que même une mutilation ne libérait pas du travail. Une autre méthode était appelée eau de plomb. On versait des gouttes de métal en fusion sur la peau, sans tuer immédiatement, mais en laissant la personne estropiée et dans une douleur constante. Ces punitions servaient de leçon publique, afin que les autres esclaves voient à quel prix se payait la désobéissance. Les témoignages d'esclaves qui nous sont parvenus sous forme de notes prises par des abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle rapportent presque tous la même chose. Le plus terrible n'était même pas les coups, mais la violence ostensible exercée sur les femmes. Dans ses mémoires, Frederick Douglass, ancien esclave américain, mentionne une scène où son maître battait délibérément sa tante, une femme grande et forte, précisément parce qu'elle pouvait servir d'exemple aux autres. Elle était déshabillée, attachée à une poutre et fouettée jusqu'à ce que son sang coule sur le sol. Pour les autres, c'était une leçon. Résister au corps féminin ne donne pas la liberté. Cela ne fait que multiplier les souffrances. Les soirées de la peur étaient considérées comme un divertissement particulier, au cours desquelles les maîtres organisaient des exécutions improvisées pour leur propre plaisir. Il pouvait s'agir d'interrogatoires mis en scène, au cours desquels la victime était contrainte d'avouer des péchés inventés. Parfois, les esclaves étaient contraints de se violer mutuellement sous la menace de mort. Certaines descriptions mentionnent la pratique des couples pour la nuit. Des hommes et des femmes, parmi les esclaves, étaient forcés à s'accoupler
afin que les maîtres puissent avoir de nouveaux enfants esclaves, sans avoir à les acheter. Ces actes étaient accompagnés de rires et mis en scène comme des spectacles. Le rôle de l'Église était double. D'une part, de nombreux missionnaires condamnaient réellement la violence, consignaient dans leurs rapports des scènes inimaginables et tentaient de les faire connaître en Europe. Mais en même temps, c'était souvent le discours de l'Église qui justifiait la cruauté. On lisait aux esclaves les messages de l'apôtre Paul sur la soumission des esclaves à leurs maîtres, leur inculquant que la souffrance était le chemin vers le salut. Dans le sud des États-Unis, les prêtres pouvaient bénir ouvertement les planteurs, affirmant que les Noirs étaient nés pour servir les Blancs. La religion devenait ainsi une arme psychologique. Les esclaves ne se soumettaient pas seulement à la douleur physique, mais entendaient aussi que c'était la volonté de Dieu. L'administration coloniale voyait tout à travers le prisme du profit. Les gouverneurs généraux des Antilles britanniques écrivaient à Londres « Les esclaves doivent être maintenus dans la peur et la soumission, sinon ils deviendront inutiles. » Lorsque des révoltes éclataient, comme à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, la réaction était des exécutions massives. Les gens étaient brûlés vifs, écartelés, jetés aux chiens. Ces exécutions ont été décrites par des témoins oculaires et elles étaient précisément publiques. Des dizaines d'esclaves étaient tués en une seule journée afin de refroidir le sang des autres. La violence n'était pas seulement une forme de punition, mais aussi un langage particulier du pouvoir. L'esclave comprenait que son corps ne lui appartenait pas. Il pouvait être utilisé, mutilé, détruit à tout moment. Une femme pouvait être violée sous les yeux de son mari et de ses enfants. Un homme pouvait être castré ou battu à mort sans procès. Un enfant pouvait être vendu à une autre colonie pour que ses parents ne le revoient plus jamais. Tous ces actes créaient une atmosphère de désespoir total, où toute résistance semblait impossible. Pourtant, l'économie ne pouvait fonctionner sans ce système. Les plantations de canne à sucre exigeaient un travail épuisant, de l'aube au crépuscule, sans jour de repos, à des températures dépassant les 30 degrés. Les gens travaillaient avec des couteaux lourds, coupaient le roseau, transportaient des bottes, pressaient le jus. La mortalité, due aux coups de chaleur, à l'épuisement et aux infections des blessures, était énorme. Mais au lieu d'alléger les conditions, les propriétaires maintenaient délibérément les esclaves dans un état de douleur et de peur permanente. Cela faisait partie de leur calcul. Si l'esclave savait que tout ralentissement se traduirait par des tortures, il travaillerait jusqu'à son dernier souffle. C'est ainsi qu'un monde s'est construit où la violence n'était plus seulement un instrument, mais un rituel, une norme, une réalité quotidienne. Elle était intégrée à l'économie, à la politique, à la religion et à l'ordre social. Les plantations de sucre et de coton ne produisaient pas seulement des marchandises pour l'Europe. Elles produisaient la logique même de l'horreur, la démonstration que l'homme pouvait être réduit à l'état d'objet et que la torture physique pouvait devenir le fondement de la civilisation. Les médecins qui arrivaient dans les colonies depuis l'Europe devenaient partie intégrante de cette machine. Ils ne se contentaient pas de soigner les esclaves. Ils les observaient comme du matériel vivant. C'est ainsi que sont apparues les premières formes d'expérience médicale, dissimulées sous le couvert de la science et du progrès. L'un des exemples les plus connus
est celui du chirurgien américain James Marion Sims, surnommé plus tard le père de la gynécologie. Au milieu du XIXe siècle, il opérait des esclaves gravement blessés lors d'accouchements violents. Ces femmes étaient obligées de rester allongées sur une table, sans anesthésie. Selon Sims, les femmes noires sont moins sensibles à la douleur. Leur corps devenait des laboratoires où l'on coupait et recousait les tissus encore et encore, jusqu'à trouver une méthode acceptable. Et bien que Sims soit entré dans les manuels médicaux, ses réalisations reposaient sur les souffrances de celles qui n'avaient pas le droit de dire non. Des expériences similaires ont été menées dans les plantations de canne à sucre des Caraïbes. Les médecins coloniaux ont étudié les effets de la chaleur, des infections et de l'épuisement, en enregistrant des données sur la durée pendant laquelle un esclave pouvait travailler avant de s'évanouir, le nombre de coups de fouet qu'il pouvait supporter avant de perdre connaissance et les herbes qui pouvaient être utilisées pour le remettre sur pied. Il ne s'agissait pas d'expériences secrètes. Les rapports étaient publiés dans des revues médicales à Londres et à Paris. Le esclave y était considéré comme un objet naturel, une sorte d'intermédiaire entre l'animal et l'homme. Parallèlement, l'idéologie raciale se renforçait. Au XVIIIe et XIXe siècle, les penseurs européens cherchaient une justification scientifique à l'esclavage. Des docteurs en anthropologie mesuraient les crânes, affirmant que l'angle du front ou la forme du nez prouvait la soumission innée ou l'infériorité intellectuelle des Africains. Ces mesures renforçaient le droit des Blancs à posséder les corps d'autrui. Les philosophes et les politiciens citaient des données scientifiques pour expliquer que les esclaves ne souffraient pas autant que les Européens et que, par conséquent, les mauvais traitements infligés à ces derniers n'étaient pas équivalents à ceux infligés à des êtres humains à part entière. Les médecins ont également renforcé le mythe de l'hypersexualité des Noirs. Les esclaves étaient déclarés lubriques par nature, ce qui servait à justifier les viols collectifs. Si une femme résistait, elle était qualifiée de rebelle et punie comme une criminelle. Si elle se soumettait, on disait qu'elle l'avait bien cherché. Ainsi, le système de violence devenait un cercle vicieux, où chaque traumatisme était légitimé par une pseudoscience. Une pratique distincte concernait les expériences sur les femmes enceintes. Les propriétaires et les médecins voulaient savoir combien de femmes pouvaient porter des enfants sans cesser leur travail pénible dans les champs. Les femmes étaient obligées de couper des roseaux jusqu'à l'accouchement, et les cas de fausses couches et de décès étaient consignés. Celles qui survivaient donnaient souvent naissance à leurs enfants dans des huttes, sans assistance médicale, et retournaient au travail dès le lendemain matin. C'était avantageux pour les planteurs. Chaque nouveau-né valait de l'argent, et si la mère mourait, l'enfant était élevé par d'autres esclaves. Dans de telles conditions, la mort était considérée comme une simple statistique. Les documents des compagnies anglaises font état de calculs froids. Jusqu'à la moitié des esclaves mouraient pendant le transport entre l'Afrique et les Caraïbes, et le taux de mortalité annuel dans les plantations était d'environ 30%. Mais le flux de nouveaux corps était si constant que les propriétaires n'essayaient même pas de réduire le niveau de violence. Au contraire, ils savaient que la peur et l'oppression fonctionnaient mieux que les soins.
Les théories raciales du XIXe siècle ont ancré cet ordre dans la conscience de la société occidentale. Dans les universités, on donnait des cours sur l'infériorité de la race noire. Les médecins rédigeaient des traités sur les seuils de douleur. Les politiciens invoquaient l'ordre naturel des choses. En conséquence, les brimades, la castration et la violence sont devenues des mesures rationnelles. Le monde a appris à voir dans la souffrance un système et non un crime. Les archives ont conservé des détails vraiment monstrueux. En Louisiane, le médecin Foster a expérimenté la violence thérapeutique. Il affirmait que le viol pouvait guérir une femme de la mélancolie. Ses notes décrivent des cas où des esclaves étaient attachés et soumises à des agressions collectives, sous surveillance. L'objectif était de recueillir des données sur l'influence de l'acte sexuel sur l'état mental. Cela était consigné de manière factuelle, sans émotion, comme une expérience médicale. Mais derrière ces lignes se cachaient des cris, du sang, des destins brisés. Ainsi, l'esclavage a cessé d'être uniquement un système d'exploitation du travail. Il est devenu un laboratoire de violence, où la médecine, l'économie et la politique agissaient de concert. Chaque corps devenait un objet d'étude, de contrôle, de torture. Et c'est ici, dans ces champs et dans ces baraques, qu'est née l'idéologie qui allait plus tard se traduire en doctrine raciale et servir de justification à de nouvelles guerres et à de nouveaux génocides. Chaque acte de résistance, même le plus infime, était réprimé par une vague de violence. Des révoltes d'esclaves éclataient dans toutes les colonies, en Jamaïque, à la Barbade, à Saint-Domingue, en Virginie et en Caroline du Sud. Mais chaque fois que l'espoir de la liberté s'allumait, il était étouffé par les fouets, les bûchers et les potences. L'exemple le plus célèbre est la révolte de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, lorsque des centaines de milliers d'esclaves se sont soulevés contre les planteurs français. C'est alors que naquit la République d'Haïti, le premier pays où les esclaves réussirent à renverser le système. Mais cette victoire fut précédée par des années de répression monstrueuse, durant lesquelles les troupes françaises, aidées par les propriétaires locaux, massacrèrent des villages entiers, brûlèrent les champs et détruisirent des familles. Sur d'autres îles, les révoltes se terminaient plus souvent par un désastre. La révolte de Jamaïque, en 1760, connue sous le nom de révolte de Tacobay, fut réprimée en quelques semaines. Les esclaves n'étaient pas simplement tués, ils servaient d'exemple pour les autres. Les corps étaient pendus le long des routes, les têtes empalées sur des pics, les femmes laissées nues pour être exposées, symbole de soumission totale. Ces spectacles publics avaient un double objectif: intimider les vivants et divertir la population blanche de la colonie. Dans les colonies américaines, puis dans les États du sud des États-Unis, la logique était la même. Après la révolte de Nat Turner en Virginie en 1831, les autorités ne se sont pas contentées d'exécuter le chef et ses compagnons. Des dizaines d'esclaves innocents ont été passés au fil du couteau, simplement parce qu'ils étaient soupçonnés de sympathiser avec les rebelles. Les femmes ont été violées avant d'être pendues, les enfants ont été tués sous les yeux de leurs parents. Ces actes ont été consignés dans les rapports du gouverneur de Virginie et présentés comme une mesure nécessaire pour maintenir l'ordre. Les planteurs ont mis au point tout un système de carnaval punitif. Après chaque révolte, des exécutions exemplaires étaient organisées. Les esclaves étaient rassemblés sur les places publiques, où des surveillants
organisait des tribunaux improvisés. Les accusés étaient battus, torturés, castrés, puis tués devant tout le monde. Parfois, leur mort se transformait en véritable fête pour les Blancs. On jouait de la musique, on servait du rhum, on invitait des hôtes des plantations voisines. La violence devenait un spectacle, un ciment social qui unissait les colons dans la peur de la menace noire. Il existait également des formes de punition plus sophistiquées, destinées à saper l'idée même de résistance. Un esclave pouvait être contraint de torturer un autre esclave, lui briser les os, le fouetter, le couper avec un couteau. Cela brisait la solidarité et transformait la communauté en une chaîne de méfiance mutuelle. Dans certains cas, les enfants étaient obligés d'assister au meurtre de leurs parents, afin de leur inculquer l'idée suivante. Ton destin est scellé, toute résistance est vaine. Il est à noter que la cruauté s'intensifiait précisément après chaque révolte. Les propriétaires savaient que plus il y avait d'esclaves, plus le risque d'une nouvelle révolte était grand. C'est pourquoi le système de terreur devenait de plus en plus sophistiqué. Des codes esclavagistes ont fait leur apparition, des lois prescrivant comment punir les rebelles. En Caroline du Sud, une loi autorisant à tuer sans jugement tout esclave qui levait la main sur un blanc a été adoptée. En Jamaïque, il était stipulé que le rebelle devait être exécuté de manière à laisser une impression durable. Ces formulations signifiaient une chose. La torture ne devait pas être cachée, mais publique, aussi humiliante et douloureuse que possible. Les puissances européennes ont également joué leur rôle. À Londres et à Paris, on comprenait que les révoltes menaçaient les profits des métropoles. C'est pourquoi les généraux et les fonctionnaires élaborèrent des instructions sur la manière de réprimer les émeutes, combien de soldats envoyer, quel type d'exécution étaient les plus efficaces, comment séparer les esclaves selon leur origine ethnique afin qu'ils ne s'unissent pas. La violence devint une stratégie de gestion des empires. Les révoltes d'esclaves étaient des actes d'espoir désespérés, mais le système répondait presque toujours de manière calculée et impassible. Même lorsque la révolte échouait, ses conséquences constituaient un nouveau tourment pour les survivants. L'esclavage n'existait pas seulement grâce à la force des armes, mais aussi grâce à la démonstration constante que toute tentative de résistance serait noyée dans le sang, la torture et l'humiliation. Dans les champs où mûrissaient le sucre et le coton, une culture particulière de la violence s'est développée. Une culture des exécutions publiques, des fêtes punitives, de la terreur collective. Elle s'est imprégnée dans le sang de générations et s'est ancrée dans la mémoire, laissant une trace qui résonnera encore des siècles plus tard. L'abolition de l'esclavage au XIXe siècle n'a pas signifié la fin des souffrances. Les lois ont changé, mais les habitudes et les structures du pouvoir sont restées les mêmes. Dans le sud des États-Unis, après la proclamation de l'émancipation, les anciens esclaves se sont retrouvés dans une situation que les historiens qualifient de liberté sans liberté. Formellement, ils n'appartenaient plus à leur maître, mais ils restaient dépendants sur le plan économique et social. Ils étaient à nouveau contraints de travailler dans les plantations, désormais par le biais d'un système de servitude pour dette, dans lequel une personne signait un contrat qu'elle ne pouvait jamais rembourser. La violence physique n'a pas disparu. Le fouet a été remplacé par la terreur des fraternités blanches, des groupes armés
qui deviendront plus tard le Ku Klux Klan. Ils agissaient de la même manière que les planteurs un siècle plus tôt. Ils kidnappaient, battaient, mutilaient et violaient. Les femmes étaient la cible de visites punitives. Le viol restait un moyen d'intimidation et de soumission. Les hommes étaient lynchés, pendus aux arbres, brûlés vifs, castrés. Ces exécutions redevenaient un spectacle. Elles attiraient des foules, on y vendait de la nourriture, on prenait des photos. La mort d'un ancien esclave devenait une carte postale que l'on pouvait envoyer à ses connaissances. Dans les Caraïbes et au Brésil, la situation évoluait de manière similaire. Bien que l'esclavage ait été officiellement aboli, l'élite blanche conservait le contrôle. La violence sexuelle continuait de servir de moyen de domination. Les lois locales ne protégeaient presque jamais les femmes noires. Si elles étaient violées par un blanc, les tribunaux l'acquittaient ou ne se saisissaient même pas de l'affaire. Dans les mémoires de la fin du XIXe siècle, on trouve des récits de femmes que leurs maîtres ne laissaient pas partir, même lorsqu'elles étaient officiellement libres. Elles étaient contraintes de travailler et de coucher avec leurs anciens surveillants, sous la menace de la famine ou de l'expulsion. La médecine n'a pas non plus renoncé à la logique des expériences. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, des recherches sur la syphilis à Tuskegee ont été menées, au cours desquelles des centaines d'hommes noirs ont été délibérément privés de soins afin que les médecins puissent observer l'évolution de la maladie. Ce projet a duré des décennies et s'inscrivait directement dans la même tradition. Le corps des Afro-Américains était considéré comme un objet pratique pour la science, ne méritant ni consentement ni attention. Les théories raciales du XIXe siècle se sont progressivement transformées en lois de ségrégation. La violence prenait désormais une forme plus cachée, mais l'essence restait la même. Priver le corps de sa liberté, le forcer à vivre dans la peur, lui inculquer un sentiment d'infériorité. Les stéréotypes créés à l'époque de l'esclavage se sont ancrés dans la culture. Les femmes noires lubriques et les hommes noirs dangereux. Ces stéréotypes ont servi à justifier de nouveaux viols et de nouveaux lynchages. Mais le souvenir des plantations esclavagistes n'a pas disparu. Il a survécu dans les chansons, les récits oraux, les histoires chuchotées sur la mort des femmes aux mains des surveillants, sur la vente des enfants au marché, sur la castration des hommes devant la foule. Ce souvenir est devenu une ombre qu'aucune réforme officielle n'a pu effacer. Et si, au début de l'histoire, les fouets sifflaient dans les champs de canne à sucre, des siècles plus tard, ils résonnaient sous une autre forme. Violence policière, discrimination, stéréotypes sexistes, pauvreté systémique. L'esclavage n'a pas pris fin au moment de la signature du décret. Il s'est infiltré dans les structures sociales et culturelles, continuant d'exister comme fondement invisible d'un monde construit sur l'idée perverse que certains corps appartiennent à d'autres. C'est ainsi qu'un cycle séculaire s'est mis en place, dans lequel la peau restait étrangère. Des plantations tropicales aux villes industrielles, des feux de révolte aux salles d'audience, des castrations et des exécutions par le miel, aux expériences médicales et au lynchage. L'histoire des mauvais traitements n'était pas le fruit du hasard. C'était un système poussé à l'extrême, où le corps humain devenait un terrain d'affirmation du pouvoir et la douleur une monnaie universelle. Et même lorsque l'esclavage a officiellement disparu, l'ombre de ce système a continué à déterminer l'avenir.